贝尔松先生之前是和我们法广同属一个集团的法国电视24台派驻到北京的外派记者。他在北京工作生活了一共有4年之久，结束外派之后又一次回到了北京，主导拍摄并且制作了我们今天要聊的这部纪录片，名叫 Le Masque et la Brume， 中文意思翻译过来呢就是口罩和雾霾。这个纪录片分成7个片段，每个片段都是7分钟左右的时长，讲述了7个普通人的生活，感受着雾霾对他们生活中一点一滴侵入性质的改变。这部片子的开头可以看到一些插片画作，比方说父母带着可爱的孩子奔向前面的幸福，或者还有年轻的女工为了4个现代化而奉献，还有摩登的年轻女郎穿着热裤在大街上骑着摩托车行走。但是下一秒我们可以看到这些所有的人物他们都戴上了口罩，他们脸上的笑容都看不见了，但是生活还是要继续的。那么我们今天就随着贝尔松先生主导拍摄的这部作品一起来看一下，在北京雾霾之下的人们是如何释放生活、创造、自我表述的。Pierre-Philippe Persson, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes reparti à Pékin pour réaliser ce documentaire qui s'appelle le Masque et la Brume, après 4 ans d'expérience en tant que correspondant pour France 24 en Chine. Un an avant votre première arrivée à Pékin, cet État de la Chine a lancé 10 actions pour lutter contre la pollution atmosphérique qui nuit énormément à la santé de son peuple et surtout à son image internationale. Et aujourd'hui, on voit les résultats qui s'affichent. Selon le dernier rapport publié officiellement par la Chine, jusqu'à cet été, on voit que la concentration moyenne nationale des PM10, c'est-à-dire les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, a chuté de 20% par rapport à 2013. Et en même temps, celle des particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, ce qu'on appelle les PM2,5, sont passées d'environ 90 microgrammes par mètre cube en 2013 à 58 actuellement. Du coup, on peut carrément dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Mais attention, c'est pas fini. Toujours selon le même rapport, plus de 70% des villes chinoises subissent encore de la qualité de l'air non conforme selon les critères chinoises. Dans votre documentaire, vous racontez la vie quotidienne des Pékinois, des étrangers. On voit des entrepreneurs, des artistes, des musiciens, des stylistes, des peintres. D'abord, parlons de Monsieur Meng Qi, le jeune musicien avec un gros masque qu'il porte toujours pour filtrer l'air qu'il respire. Comment la pollution influence sa vie et sa manière de créer la musique? Alors le problème de Meng Qi, c'est qu'il souffre d'un problème de santé en fait. Il a une insuffisance respiratoire et dès que la pollution est trop élevée, c'est comme s'il était allergique. Donc c'est quelqu'un qui physiquement subit la pollution plus que les autres, qui a une sorte de maladie. C'est comme s'il avait de l'asthme, une hypersensibilité à l'asthme. Donc ça pose un problème dans une ville comme Pékin. Et donc c'est un artiste qui passe beaucoup de temps chez lui à cause de ce problème-là. Il a dans sa chambre 2 ou 3 purificateurs d'air. Alors c'est quelque chose qui peut paraître assez banal pour un Pékinois. En France, beaucoup moins. Et il fabrique aussi ses instruments. Donc il fait de la soudure. Il fabrique des instruments qui sont pour la plupart des prototypes. C'est des instruments électroniques ou des guitares électroniques qui sont des objets assez volumineux et il doit faire de la soudure pour les fabriquer, ce qui dégage de la fumée, donc il a de la fumée dans son appartement, donc il est sensible à la fois à la pollution extérieure et intérieure, donc c'est vraiment quelqu'un, moi quand je l'ai rencontré, j'avais vraiment de la peine pour lui, c'est-à-dire que la pollution c'est vraiment insupportable, surtout sur le long terme, surtout psychologiquement, mais pour lui c'était comme si il était 10 fois plus sensible que moi, donc c'est quelqu'un qui reste beaucoup chez lui et la pollution, ça, c'est pas que ça lui sert d'objet d'inspiration, mais ça l'empêche plutôt. Et c'est exactement ça, c'est que ça le freine, quoi. Ça le freine dans la fabrication des instruments parce que quand il y a un jour de trop grande pollution, il peut pas ouvrir les fenêtres pour aérer, parce que la pollution c'est à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur et ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience. Ils pensent qu'en fermant les fenêtres on bloque la pollution et que c'est uniquement à l'extérieur, ce qui est faux en fait. La pollution à l'intérieur elle est encore plus nocive parce que c'est dans votre chambre, c'est dans la chambre de Meng Qi et du coup il peut pas aérer quand il y a de la pollution, donc il peut pas fabriquer ses instruments. Et même chose quand il joue en club, parce que c'est quelqu'un qui fait de la musique électronique expérimentale, donc il joue dans des lieux, dans des performances. C'est ce qu'il préfère d'ailleurs. C'est pas vraiment de la musique à écouter sur CD, c'est plus de la musique à écouter en live. Mais le problème, c'est que les salles où on peut jouer de la musique à Pékin, souvent les gens fument à l'intérieur. Il n'y a pas de purificateur d'air.
Donc l'air est très très pollué aussi à l'intérieur, ce qui fait que plusieurs fois, eh bien, il peut pas aller, il peut pas jouer, il peut pas faire de concert à l'intérieur. Donc pour un artiste, c'est quand même assez embêtant. Le moyen qu'il a pour supporter la pollution, c'est un masque, mais un masque pas un petit masque en tissu, mais vraiment ces doubles masques façon tranchée Première Guerre mondiale en France, quoi. Les gros masques industriels qui pèsent 900 grammes, un truc comme ça, donc quelque chose de vraiment pas confortable, et c'est surtout quelque chose de pas visuel. Quand vous jouez de la musique, c'est pour rencontrer des gens, pour de l'échange, pour du dialogue. Après la musique, boire une bière avec les spectateurs, lui, c'est quelque chose qu'il fait pas, en fait. C'est lourd, vous vivez en permanence avec quelque chose sur le visage, vous avez donc de la condensation, de la respiration, ça fait de la buée sur ses lunettes. On peut en rire parce que ça paraît anecdotique, mais quand vous vivez avec une dizaine d'heures par jour, ça pose des vrais problèmes de confort de vie. C'est pas vraiment une inspiration artistique pour Monsieur Monksy pour la création de la musique. Par contre, dans le deuxième chapitre, on voit il y a un petit ninja photographe qui s'appelle Joseph. Pour lui, c'est bien une inspiration, surtout pour son appareil photo. Et la pollution à Pékin, pour lui, c'est d'abord quelque chose de très visuel. C'est quoi son histoire? Alors en fait, Joseph, il est étudiant à Taïwan, mais il est originaire de Pékin. Il est Beijing jeune depuis des générations et il fait de la photo sur le toit des immeubles, ce qu'on appelle le roof-topping. Et en fait, il monte sur les plus grandes tours de Guomao et ailleurs pour prendre des photos. Il y a un côté un petit peu adrénaline, recherche de sensations parce que c'est interdit, parce que c'est aussi ça fout la trouille, quoi. Enfin, je veux dire, il est en haut d'immeubles qui font 90 étages, parfois au-dessus du vide, il a pas de vertige et c'était assez sportif de le filmer. Quand c'est pollué, en fait, ce qu'il l'inspire, c'est qu'il y a finalement une sorte d'esthétique de la pollution, parce que ça fait comme un voile au-dessus de la ville et ça perturbe les proportions, en fait. Quand vous voyez un immeuble sans pollution, vous avez l'impression qu'il est à 200 mètres de vous, et quand vous avez de la pollution, ça brouille les perspectives, ça brouille les distances, ça modifie la taille de la ville, ou du moins le ressenti qu'on en a. Et quand il y a beaucoup de pollution, on a l'impression que l'immeuble est beaucoup plus loin parce que les courbes sont brouillées. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'aime pas la pollution, mais moi, le but du documentaire, c'était de comprendre jusqu'où ça va dans les têtes, la pollution. Qu'est-ce que ça change? Bien sûr, ça va dans les poumons, bien sûr, ça provoque des décès prématurés, des asthmatiques. Mais ce qui me fascine avec Pékin, c'est que les gens s'adaptent. Et même quelque chose qui paraît être un fléau absolu, et ça l'est, pour certains artistes qui ont une sensibilité un petit peu plus aiguë, un petit peu plus développée, la pollution, ils l'observent hyper finement. Et Joseph donc, porte toujours un masque et il est frustré quand il y a de la pollution, mais ça ne l'empêche pas de faire son travail. En fait, il essaie d'être plus fort que la pollution, entre guillemets, c'est-à-dire que ça soit pollué ou non, il sort sur les toits, il prend des photos de Pékin avec ou sans pollution, et je pense que c'est le portrait le plus fidèle qu'on puisse faire de la ville. Et Joseph vous a confié aussi de sa manière d'apprécier les jeunes femmes quand elles portent ou non les différents masques. Alors, c'est quoi les masques qu'on voit souvent en Chine dans la rue? Ouais, alors Joseph, c'est vrai, est un observateur. Il est photographe, hein, donc il a le sens du détail. Bon, les masques les plus simples, les plus courants, c'est les masques de chirurgiens blancs qui sont absolument pas protecteurs, qui servent strictement à rien. Il faut quand même le rappeler. Mais c'est ça le plus courant. Et lui a l'impression de vivre dans un hôpital parce qu'il y a tellement de gens avec des masques blancs autour de lui que ça lui fait un peu peur. Mais il a un masque noir. C'est assez drôle. C'est une marque japonaise. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte cet hiver en y allant, où c'était vraiment le masque de l'année, quoi. Le masque tendance à Pékin, c'était ce masque noir en tissu qui en fait dessine une mâchoire en V et qui amincit en fait le menton, qui raffine le visage. Qui raffine le visage, exactement, c'est exactement ça le terme. C'est pour lui le masque qu'il préfère, il le porte, et d'ailleurs il en rigole en disant qu'il a l'air d'un ninja quand il le porte. Et oui, ce qu'il dit sur les femmes, c'est que certaines chinoises, certaines jeunes femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, hein, apprécient finalement de porter un masque parce que ça peut cacher certains défauts du visage. Et ça modifie aussi le rapport à la séduction. Comment voulez-vous draguer sans sourire? C'est-à-dire qu'avec un masque, ça cache le visage, donc ça cache les expressions. Pas mal de Français qui portent des masques, surtout ceux qui font du vélo, ou même les livreurs, le Waimai français, les Uber et Deliveroo, qui portent des masques, mais c'est très français, donc c'est assez sobre, c'est assez uni, et c'est pas du tout des petites emojis, ou pas du tout kawaii, pas du tout enfantin. Et par rapport au vélo, justement, dans le troisième chapitre, on voit quelqu'un d'origine de l'Angleterre qui s'appelle Matt Hope. C'est quelqu'un qui a inventé un vélo qui respire avec des poumons,
Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors c'est Matt Hope est britannique, il est citoyen anglais, il vit en Chine depuis une dizaine d'années et il adore le cyclisme. Quand il était jeune, il faisait du cyclisme en Angleterre, c'était vraiment son sport de prédilection et aussi son moyen de transport. Et quand il est arrivé à Pékin, il s'est rendu compte d'une part que la taille de la ville faisait que c'était pas forcément adapté au vélo vu la superficie. Enfin le Grand Pékin, c'est à peu près la moitié de la superficie de la Belgique, donc c'est assez difficile d'y circuler. Et surtout à cause de la pollution où ça lui donnait mal à la tête parce que lui faisait du sport à très haut niveau, c'est-à-dire qu'il allait extrêmement vite avec son vélo, c'était vraiment son exercice physique et donc il inhalait un nombre de particules fines, il avait les poumons complètement dilatés, ce qui est médicalement une aberration et dangereuse, ce qui est une pratique dangereuse, donc ça lui donnait mal à la tête, il en pouvait plus, donc il cherchait un moyen de concilier à la fois son amour pour le vélo et la pollution, c'est-à-dire comment faire avec la pollution. Le moyen de lutter contre la pollution, c'est d'avoir un purificateur d'air, pourquoi pas le placer sur un vélo. C'est un artiste plasticien qui a l'habitude de faire des œuvres de taille assez impressionnante, des barres de fer, des objets industriels, donc tout ce qui est soudure, du métal, des pièces assez lourdes, et donc ça lui faisait pas peur de fixer un purificateur d'air classique sur le porte-bagages du vélo qui est actionné par le mouvement de pédale qui actionne donc le purificateur d'air et qui est directement relié à un masque via un tuyau. Donc Matt, quand il pédale, a son masque sur le visage et l'air qu'il respire est l'air qui est passé au préalable par le purificateur d'air, donc qui est en théorie parfaitement propre. Il veut aussi dénoncer l'hypocrisie de la pollution, c'est-à-dire que les purificateurs d'air fonctionnent à l'électricité. L'électricité en Chine, pour la plupart, même si c'est en train de changer, vient du charbon. Donc plus on consomme, plus on pollue. Donc c'était cette espèce d'hypocrisie. Ouais, c'est comme un cercle vicieux. Exactement. Donc c'est ce qu'il voulait dénoncer, même si c'est pas ce qui saute aux yeux à première vue, mais ça fait aussi partie de son travail de dénoncer cette espèce d'hypocrisie autour de la lutte contre la pollution. Et Matt Hope, lui, en même temps, c'est un peintre. Et il dessine beaucoup. Il nous a dit qu'en fait, après qu'il est arrivé à Pékin et créé son studio, ses dessins, beaucoup parmi eux, sont devenus monochromatiques et ça nuit à la couleur, le contraste des couleurs sur les dessins. Exact. Et ça, ce qui est fascinant avec les artistes, c'est qu'ils ont un autre regard sur la pollution, c'est-à-dire qu'ils passent la pollution au crible. Et nous, vu de France ou vu d'ailleurs, la Chine, bon, c'est juste gris, c'est pollué, point, on s'arrête là. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va très loin dans le détail du ressenti sensoriel de la pollution, où il dit par exemple que quand il va en Suisse, qui est absolument pas pollué, il a l'impression que le pays est en technicolor, que tout est trop vert, que les champs sont trop verts, que le ciel est trop bleu, que c'est presque irréel, alors que la Chine, il y a un côté sépia, comme dans une vieille télévision, les jours de pollution, parce qu'il y a cette pâte un peu grise, beige. Lui, elle a maintenant l'habitude de faire des dessins assez sombres, plus au fusain, des couleurs très sombres, et en fait, quand je l'entendais, mais je voyais complètement ce dont il parlait, parce que même moi, au bout de 4 ans, je suis pas asthmatique, la pollution m'a pas posé des problèmes physiquement, mais mentalement, je trouve qu'il y a une sorte d'usure mentale, que ça érode le moral, que c'est psychologiquement dur d'être complètement heureux et d'être plein d'énergie et d'entrain le matin quand vous avez 400 de pollution avec un épais nuage. Vous voyez moins vos amis, vous socialisez moins. Et donc la pollution, c'est vraiment un phénomène, mais qui change toutes les sphères de l'existence. Donc c'est ça ce que je voulais montrer, et Pékin est la ville la plus en avance du monde là-dessus. C'est-à-dire que Paris est une ville polluée, mais vous demandez à n'importe quel Parisien, ah oui c'est pollué, mais c'est quoi les particules fines? Qu'est-ce que c'est qu'un PM2.5? Est-ce que tu sais si c'est plutôt de l'ozone ou des NOx? Est-ce que c'est de la pollution? C'est du gaz ou c'est de la poussière? Personne n'est en mesure de vous le dire. Je ne vous dis pas que tous les Chinois sont ingénieurs en chimie atmosphérique. Mais ils sont plus sensibles. Ils sont bien plus sensibles, ils ont une conscience environnementale et je pense qu'en fait, vous devenez... Parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils sont obligés, mais vous êtes obligés. Quand vous savez la dégueulasserie que vous respirez, ça vous donne forcément plus conscience d'où ça vient. Ce qui me fascine avec Pékin, c'est que les choses bougent à toute vitesse et que les gens ont conscience de ça. Les applis sont populaires sur la mesure de la qualité de l'air, les masques aussi. Et je pense que les Français seraient assez inspirés de regarder ce qui se fait à Pékin. Pendant la période que vous étiez à Pékin, en fait, ça correspondait plutôt à l'époque où le gouvernement chinois lutte farouchement contre la pollution atmosphérique. Est-ce que à la fin de votre séjour à Pékin, vous avez constaté les changements? Globalement, oui, et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une baisse. Le pic étant, je crois, 2012, juste avant que j'arrive, où là, il y a eu le mois de janvier qui est apocalyptique, où d'ailleurs le terme apocalypse est né à ce moment-là, où c'était 400 ou 500 de pollution pendant quasiment un mois. Moi, je suis arrivé juste après, donc ça, je ne l'ai pas éprouvé, mais j'ai quand même vu les progrès, et à tel point que quand on tournait ce documentaire, on l'a tourné en mois de février de cette année, les gens nous disaient « Ah, mais il y a eu beaucoup moins de pollution », mais parce que c'était aussi pendant la période du Nouvel An, donc il y a moins d'activité industrielle, etc. Mais il n'empêche, on a eu plusieurs jours à 200, 300 de pollution. Et pour revenir encore une fois au chiffre de l'OMS, qui indique qu'il ne faut pas dépasser les 25 ou les 50 PM2.5 d'exposition sur 24 heures. Et là, on est à 3 ou 4 fois.
au-delà de ces valeurs-là, sans que ça pose forcément trop de problèmes aux gens. C'est pour ça que la plupart des Chinois attendent en fait une explosion de chiffres des gens atteints dans le futur, d'ici 10 ans, 20 ans, le cancer du poumon. Et ça va être une vraie égalité face à la pollution, tout le monde la respire. C'est-à-dire que vous soyez fils de cadre du parti ou fils d'ouvrier à Pékin, le ciel est le même pour tout le monde, donc vous ne pouvez pas faire autrement. Mais globalement, il faut quand même dire que les choses changent. Moi, j'étais étonné en 4 ans de voir, par exemple, au journal télévisé de CCTV, de voir de l'information sur la pollution. C'est-à-dire qu'il y avait des indications. Aujourd'hui, on était à temps. Voilà le niveau de pollution sur la télévision publique, même s'il y a eu des censures, notamment du documentaire Under the Dome, qui était le documentaire, je pense, qui a fait plus de 150 millions de vues, qui était le plus effrayant sur la problématique et qui a été vite censuré. Mais les lignes bougent et les choses changent. Tout va très vite en Chine. On peut s'attendre à ce que ce soit plus rapide. Mais par exemple, il y avait 3 centrales à charbon dans la ville de Pékin quand je suis arrivé en 2013. Il n'y en a plus qu'une seule et je crois que la fermeture est prévue. Le nombre de centrales nucléaires qui devraient ouvrir dans les années à venir, la Chine va devenir la première puissance nucléaire. Ça va générer aussi d'autres soucis, mais sur la qualité de l'air à très court terme, le nucléaire apparaît comme une solution pour les autorités chinoises. Donc je pense que d'ici 10 ans, Pékin sera une ville relativement propre. Et quand on parle de l'amélioration en Chine, on parle souvent de la délocalisation de la pollution, c'est-à-dire on va fermer les usines polluantes à Pékin et on les délocalise vers la province de Hebei, la province de Shanxi qui l'entoure. Enfin, lutter contre la pollution, c'est s'attaquer à des énormes problèmes de changement de modèle économique parce que ça fait vivre des centaines de milliers de personnes. Vous avez dans le Hebei tout ce qui était le charbon et l'activité sidérurgique, donc directement liée à des industries extrêmement polluantes. Tout cela doit changer, mais ça va quand même très vite. Il y a par exemple la ville de Datong, dans le Shanxi, qui était la capitale du charbon pendant des années. C'était un des premiers reportages que j'avais fait sur cette dépendance totale au charbon. J'y suis retourné 3 ans après. Il se trouve que dans cette ville de Datong, il y a un grand parc solaire. Donc il y a une conversion à marche forcée aux énergies vertes, au solaire, à l'éolien. La Chine avait annoncé un certain nombre d'émissions d'énergie verte pour 2020. Ils ont déjà atteint les objectifs courant 2017. Tout cela va extrêmement vite, ça va poser énormément de problèmes. S'attaquer à la pollution, c'est s'attaquer à ce qui a fait la croissance chinoise depuis 20 ans, c'est-à-dire à une activité industrielle débordante, un monstre de production. Je serais plutôt inquiet pour les gens des provinces, effectivement, de Mongolie intérieure ou du Dongbei. Pékin, dès qu'il y avait un jour de pollution, moi je me rendais compte pour France 24 et pour tous les médias occidentaux, tout de suite, c'était breaking news quasiment, et il fallait en parler. Donc il y avait une visibilité mondiale et une perte de face, mine de rien, pour les autorités qui était assez préoccupante. C'est comme l'image de la fenêtre pour la Chine. Exactement. Pékin est le showroom du pays, c'est-à-dire que c'est la vitrine, il faut que la ville soit exemplaire. Donc je pense que c'est pour ça que je suis assez optimiste sur la qualité de l'air à Pékin dans les 5-10 ans à venir. Je suis beaucoup moins pour le Dongbei, où là, il n'y aura pas de breaking news si la ville de Shenyang a 700 de pollution. Oui, les choses prennent du temps pour changer. Et alors, revenons vers les artistes que vous avez interviewés. Une créatrice qui s'appelle Kong Ning, c'est une chinoise. Pour elle, en fait, la pollution a fait que ses œuvres partent dans une autre direction du style totalement différent que celui de Matrop. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle crée ? Kong Ning, elle crée d'abord des robes de mariée à partir de masques anti-pollution. Elle brode à la main 999 masques anti-pollution qui forment une traîne sur les robes de mariée. Il y a plusieurs couleurs. Plutôt gris, sa première œuvre était grise pour montrer justement l'impact de la pollution sur ces masques anti-pollution. Et c'est terrifiant, quand vous portez un masque blanc et qu'au bout de quelques semaines vous voyez qu'il est gris, vous imaginez la couleur de vos poumons. Et ça fait vraiment peur. Et c'est cette peur qu'elle a voulu exprimer avec ses robes de mariée. Et c'est à la fois une artiste qui dessine ses robes, mais aussi qui les porte et qui fait des performances. Quand il y a des pics de pollution à Pékin, elle sort dans la rue et elle porte ses robes de mariée. Donc la moitié des gens la prennent pour une folle, l'autre moitié s'intéresse et lui demande pourquoi cette robe et quel est le message derrière. Donc elle rappelle que c'est pour dénoncer la pollution. Et en plus, elle décline cette couleur en fonction des alertes. Quand la ville de Pékin émet une alerte orange sur la pollution, elle peint les masques en orange. Quand c'est une alerte rouge, elle porte des masques. Pour elle, le masque anti-pollution, c'est le symbole de notre époque. Et tout comme elle nous dit dans le documentaire que si Vincent Van Gogh vivait aujourd'hui en Chine, il dessinerait des portraits avec des masques anti-pollution, parce que c'est ça les visages que vous voyez pour la plupart, un jour de pic. Et elle est moins dans le jugement, mais juste elle dit que notre époque est marquée par ça, et c'est pour ça que ça doit faire partie intégrante de son œuvre. Et Kong Ning, elle a même fait une exposition personnelle, même très petite, devant la place Tiananmen. Oui, absolument. Elle est allée montrer ses tableaux sur la place Tiananmen. Alors que quelques secondes, parce que comme vous le savez, c'est quand même l'endroit où c'est pas spécialement le meilleur endroit pour faire un happening artistique. Donc elle a été arrêtée très rapidement par les dizaines de policiers en civil et en uniforme qui rôdent autour et sur la place Tiananmen.
Nous, en tous les cas, elle nous dit que la police connaît son travail, sait où elle vit, bien sûr, elle sait ce qu'elle fait, mais pour autant, les policiers ne l'empêchent pas de travailler, elle n'a pas eu de saisie de matériel ou de destruction d'atelier. Donc jusqu'à présent, elle arrive à travailler plus ou moins librement. Kong Ning, elle crée des robes de mariée qui ne sont pas pour réellement portées. Alors que Wang Zhijun, il crée des masques utilisés dans la vie quotidienne à partir des chaussures neuves de sport. C'est quasiment la seule personne qu'on a interviewée pour qui la pollution est une bénédiction ou une opportunité professionnelle ou artistique. Ils ne le vendent pas, ces masques, pas encore. Ils les voient comme des œuvres d'art, donc ils les exposent dans des galeries, au MoMA à New York, à la galerie Gagosian à Los Angeles, où en fait, il prend des modèles de baskets, découpe les pièces de ces baskets pour les recoudre en forme de masque. Donc c'est hyper impressionnant parce que vous avez l'impression que c'est une sorte de chaussure écrasée sur le visage, alors que c'est très sophistiqué, très élaboré, il y a des filtres à l'intérieur et ça filtre très bien l'air. Mais donc visuellement, c'est assez impressionnant. Et tout ça est venu d'une idée très simple, c'est qu'il adore courir, il adore le running, et il courait un soir à Pékin, il s'est rendu compte autour des lampadaires du halo, du petit nuage de particules fines, et il s'est dit mais ça, mon Dieu, si je respire ça, c'est infâme, il faut que je m'en protège, je vais m'acheter un masque. Et c'est quelqu'un d'assez dandy, ou d'assez soucieux de son apparence vestimentaire, et il trouvait que tous les masques étaient moches, donc il s'est dit qu'il fallait qu'il fabrique les siens, et il a une vraie passion pour les chaussures, il a une collection de baskets, et donc il a décidé de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de prendre son hobby pour les baskets et pour en faire un objet dont il a besoin, les masques anti-pollution, et de fil en aiguille, c'est devenu extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, et au point qu'il est contacté aujourd'hui par les plus grandes marques, par même des joueurs de NBA. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est le plus positif sur la pollution. 好的，那我们今天就请贝尔松先生为我们讲述了口罩和雾霾当中的前5个小故事。那剩下的2个故事呢，我们邀请您去 France DV/ 的官网上面去了解更多的详情。